Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à ce qui se passe au niveau d'une puce RFID. Donc RFID, je suppose que tout le monde voit à peu près de quoi ça parle, c'est la radio-identification, mais je vais quand même revenir sur ce principe pour que ça soit clair pour tout le monde. On va quand même uniquement voir dans cette brève ce qui se passe au niveau de la puce et non pas du lecteur qui génère le champ électromagnétique pour alimenter la puce. Une puce, on la trouve dans différents formats, comme ici une carte, format carte de crédit, ou là un badge d'accès, mais la structure est toujours la même. Il y a une antenne au bout de laquelle on trouve la puce, et même chose ici, il y a une antenne et une puce au milieu. Pour ce qui est de la taille, en général, c'est extrêmement petit, puisque c'est entre 1 et 2 mm², donc j'espère que j'aurai pas trop de mal à extraire celle qui se trouve dans ce badge-là, parce que oui, c'est lui qui va nous servir de cobaye. Ce badge, tout comme ce type de tag transparent que l'on trouve souvent dans les articles de boutique pour vêtements, est ce que l'on appelle un transpondeur passif simple, constitué d'une antenne de cuivre, ici plate et disposée en carré, et d'un minuscule circuit intégré en son cœur. Comme il ne possède aucune source d'alimentation interne, il doit être alimenté par une source extérieure, et c'est là qu'intervient le procédé appelé téléalimentation qui se produit au moment de la lecture du tag. La téléalimentation repose sur le phénomène physique d'induction électromagnétique. On sait que lorsqu'on applique un courant électrique à une bobine de cuivre, on observe un champ magnétique induit, et par réciproque, un courant électrique est induit aux bornes de cette bobine. Sur cet exemple basique, un courant alternatif est appliqué au circuit A et parcourt la bobine, ce qui a pour effet d'induire un champ magnétique à travers cette bobine. Le sens de ce champ magnétique est lié au sens de propagation du courant dans la bobine. La bobine B correspond à la bobine de cuivre du circuit induit, et étant donné qu'elle se trouve dans l'axe des lignes de champ magnétique A, elle est parcourue par ce champ qui engendre un courant induit à ses bornes et permet d'alimenter la lampe B. En RFID, le système de communication repose sur ce principe. Un champ magnétique est induit et propagé par l'antenne du lecteur qui lui est alimenté. Lorsqu'un transpondeur est placé dans ce champ magnétique, son antenne de cuivre est parcourue par le champ, un courant électrique est alors induit et vient alimenter la puce connectée à l'antenne. Concernant les fréquences utilisées en RFID, on a celles qui sont comprises entre 125 et 135 kHz, couramment employées pour les utilisations à très faible portée, 13,56 MHz pour les applications dont la portée maximale de détection de tag ne doit pas excéder 1 mètre, 433 MHz pour les applications à relativement longue portée mais généralement inférieure à 3 mètres, entre 862 et 928 MHz, la portée maximale de cette plage de fréquence étant comprise entre 3 et 10 mètres, et ensuite nous sommes dans la zone des micro-ondes, relativement peu utilisée car très sensible aux environnements métalliques et liquides. Et il y a des fabricants de semi-conducteurs tels que Maxim Integrated qui par exemple proposent des solutions intégrées comme le circuit MAX 66300 qui se charge de gérer communication et données, mais on en trouve bien entendu chez beaucoup d'autres. Voilà, venons-en maintenant à l'extraction de la puce RFID de ce badge d'accès. Donc je vais pas y aller par 4 chemins, il n'y a pas d'autre moyen pour ça que de le détruire. Voilà, donc comme vous vous en doutez, on a ici l'antenne faite d'un fil de cuivre et la puce au centre est recouverte d'une résine molle pour la maintenir plaquée et la protéger. Donc je vais d'abord devoir la découper méticuleusement en la détourant. Voilà, donc j'ai entre les doigts un bout de résine dans laquelle se trouve la puce de silicium qui doit reposer sur un petit support, sans doute enveloppé dans de la fibre de verre, un petit peu comme dans une carte à puce bancaire. Il ne me reste plus qu'à la passer dans un bain d'acide sulfurique concentré extrêmement chaud. Là c'est pas encore assez puisque l'acide doit être environ à 130 degrés, donc en attendant je mets mon accoutrement habituel pour ce genre de manipulation, mais ça vous le savez sans doute déjà. Voilà, donc je viens de mesurer la température à 135 degrés, donc je peux y plonger le morceau. La fumée blanche est particulièrement toxique, et regardez la réaction de la résine, elle se décompose littéralement sous nos yeux. Il aura fallu que 2 minutes à peine pour en venir à bout, le liquide a même pris la couleur du morceau de résine, et la puce se trouve quelque part en dessous de la surface. Il me reste plus qu'à la séparer, et je précise que je garde sur moi toujours l'attirail de sécurité jusqu'à la fin des manips, parce qu'il y a toujours un risque d'éclaboussure et surtout à cause des toxicités des émanations d'acide.
Voilà, je place ensuite la pièce extraite dans un bain d'acétone à température ambiante, pour ensuite pouvoir finir l'opération par un bain aux ultrasons à 45 kHz d'eau déminéralisée. Et vous pouvez voir que grâce à ça, les résidus de résine sont bien décollés. Et on aperçoit alors le support de la puce dans sa fibre de verre. Voici ce que ça donne sous la lumière de ma petite caméra loupe, mais pour tenter d'arracher la puce de son support, je vais devoir travailler en l'observant avec mon binoculaire à un grossissement d'environ x50, donc on y va. La puce est précisément entre ces deux bornes, de l'autre côté, et elle fait à peine la même largeur. Et vous voyez, de l'autre côté, il y a une sorte de petit blindage, donc je ne vous cache pas que ça ne va pas être simple du tout. Bon, je suis parvenu à isoler la partie qui retient la puce, mais je n'arrive pas à finaliser l'extraction à cause de sa taille. Bon, alors comme vous pouvez le voir, j'éprouve certaines difficultés à la retirer, et pour deux raisons. Déjà, elle fait qu'un seul millimètre de côté, c'est juste ultra minuscule. Et ensuite, comme vous pouvez le voir là, vous voyez, elle est sur ce plan là, c'est la masse noire, elle est complètement emprisonnée sous la fibre de verre. Et j'ai pas les instruments nécessaires pour pouvoir l'arracher sans la briser, parce que même ces petites pinces Bruxelles, qui sont quand même très petites comme vous pouvez voir, sont trop grosses pour que je puisse la capturer et la retirer sans la briser avec les faux. On va donc se rabattre sur une autre puce RFID déjà extraite. Ceci est le circuit intégré d'un microcontrôleur Intel 8751H qui mesure environ 6 par 5 mm de côté. Et quel rapport avec la RFID me direz-vous? En fait aucun, c'est juste pour vous montrer la taille de la puce que l'on va analyser par rapport à sa taille à lui. Et voilà la puce en question qui est donc d'une surface de 0,35 mm². Ce circuit possède 4 plots de connexion car il peut recevoir 2 antennes, ce qui permet de minimiser la sensibilité d'orientation du TAC, surtout si elles sont sur un axe différent. On commence notre observation par la partie de gauche qui regroupe la circuiterie analogique utilisée entre autres pour exploiter le courant induit de l'antenne, lire le signal transmis et moduler le signal à émettre. Vous voyez là une structure à base de condensateurs, résistance, diodes et transistors qui forment un convertisseur à pompe de charge nécessaire pour transformer le courant induit en source d'alimentation du circuit. On ne voit clairement que la première couche de composants sur cette puce, mais on en distingue au moins une seconde en dessous et je pense même qu'il y en a une troisième encore plus loin. Au centre ici, il s'agit très certainement de la mémoire non volatile et j'ai compté exactement 32 tranches horizontales, sachant que comme vous pouvez le voir, le datasheet indique que la puce peut stocker 1088 bits de données, ça nous donne sans doute une matrice de 32 par 34 transistors. On poursuit l'observation vers la portion logique du système, développée sous forme de machine à état, donc il ne s'agit pas vraiment d'un CPU, matérialisé ici par cet ensemble de transistors empilés sur plusieurs couches, et ce que vous voyez là ne représente que les pistes, les transistors sont en dessous. Voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel de ce qui est à savoir sur une puce RFID. C'est un fin dosage de microélectronique analogique et numérique. Certaines sont bien sûr beaucoup plus complexes que celles-là car elles doivent parfois réaliser des calculs avant de retourner le signal radio. Donc si cette brève vous a appris des choses, n'hésitez pas à y mettre un pouce vers le haut. À la prochaine!